Le pervers est resté sexuellement bloqué à ce stade des pulsions partielles ou a régressé à ce niveau en raison d'échecs de l'acte génital. Alors ça, c'est très important aussi. Si vous êtes fixé, vous comprenez bien que l'individu va être rapidement frustré dans les relations d'adultes. Il aimerait bien, oui, être comme les autres adultes. Il aimerait bien être avec une relation normale avec un homme ou une femme. Il aimerait bien même expérimenter plein de choses d'adultes sans qu'il soit jugé ou catalogué pervers sexuel, etc., etc. Le problème, c'est qu'il est tellement fixé, c'est qu'il va échouer la plupart du temps à avoir cet accouplement sexuel, cette relation d'adulte, soit par exemple parce qu'il a peur de la femme. La femme risque de l'humilier. Il en a gardé un mauvais souvenir. Soit parce qu'il y a un problème d'érection. C'est plus mécanique. Il est tellement bloqué dans cette histoire-là qu'il y a un effet avec un enfant, mais il n'y a pas d'effet avec un adulte. Ou alors, culpabilité, en disant c'est ma faute, ça y est, c'est ma faute. C'est à cause de moi, c'est effectivement moi qui suis anormal, c'est pas l'autre. Donc ça bloque psychologiquement, c'est ma faute. Ou alors l'inhibition. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez extraverti, il est vraiment très pudique, il a du mal à s'exprimer, à se libérer, il est toujours enfermé sur lui-même. Il n'ose pas, la peur. Mais ça l'amène à parfois être vierge jusqu'à 40-50 ans, cette personne. Ça peut l'amener à être dans une fuite, des relations sexuelles, ou à imaginer je ne sais quoi avec quelqu'un qui n'existe pas. Ça peut être dans la relation donc, maximale des enfants dans la version pédophile, puisque c'est son seul credo dans lequel il se sent à l'aise. Vous voyez ce genre de choses? Alors, le pervers est donc resté sexuellement bloqué, et les premières relations affectives de l'enfant, qui sont habituellement très intenses, père, mère, fratrie, famille, sont marquées par un ensemble de désirs inconscients d'amour et de haine. Il y a les deux, l'amour et la haine. Je vais m'expliquer. En particulier à l'époque dite oedipienne, 5-6 ans, où l'enfant s'accroche amoureusement aux parents de sexe opposé, le garçon pour sa mère et la fille pour son père, avec des sentiments d'opposition et de rivalité pour le parent du même sexe. Le garçon pour le père et la fille pour la mère, on en a déjà parlé, c'est un fondement fondateur de la personnalité, on l'appelle l'Oedipe. Et ces relations affectives et ces désirs inconscients infantiles serviront de prototype pour toutes les futures relations d'adultes. C'est ce qu'on appelle le transfert. Alors le transfert, c'est là où on va s'arrêter. Le transfert est un processus de répétition des prototypes infantiles vécus avec un sentiment d'actualité marqué. Plus exactement, on considère que dans la vie du couple, le conjoint est inconsciemment choisi en référence positive ou négative par rapport au père et à la mère. En fait, sans que vous y preniez garde, dans le concept freudien, du prototype de transfert, le petit copain pour une femme, au départ, la fiancée pour l'homme, a quelque chose du sexe opposé de ses parents. Inconscient. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, votre mère était castratrice. Première hypothèse, c'est tout ou rien. Je fais ce qu'elle était, ou je fais tout le contraire de ce qu'elle était. Donc, ma mère était castratrice, je vais m'orienter forcément sur des filles adorables. Plutôt, presque même vulnérables, fragiles. Vous voyez, tout le contraire de maman. Ou alors, c'était un aspect positif. Mon père, pour une fille, il était vraiment protecteur, il était présent, il était affectif, chaleureux. Et là, oui, dans l'imitation, je vais me tourner vers quelqu'un qui a quelque chose de mon papa, et d'ailleurs, souvent, ce papa n'étant plus, parce qu'il est parti, parce qu'il est mort, parce qu'il est avec une autre femme, etc. Mais je me souviens comment il était. Et là, je ne peux pas m'empêcher, effectivement, inconsciemment, de trouver ces traits communs avec le petit copain, et puis bientôt peut-être le mari, avec qui je vais nouer une relation. C'est ça dont on parle, le transfert. Donc, vous parlez en quelque sorte de l'influence d'un modèle. Oui, il y a l'influence d'un modèle, mais c'est plus qu'un modèle. C'est, je répète, le ressenti très personnel que nous avons eu sur quelque chose de positif ou de négatif sur nos parents.
Par exemple, on peut ne pas aimer quelque chose de très vénal chez ses parents, en disant mon père, il m'achetait tout le temps des trucs, il pensait que ça allait racheter son absence pendant des années, et que c'était sa façon de nous aimer. Le problème, c'est que quand je vais avoir une autre personne, je vais regarder de très près cette histoire d'argent. C'est peut-être même un conflit dans le couple, en disant, voilà, toi tu commences à m'acheter mon amour en quelque sorte, vous voyez, par des cadeaux, des parfums, des machins, d'accord, je suis une femme peut-être, mais non, c'est pas ça que j'attends. Et là, on va tomber dessus, l'homme, en disant, oh, t'es bien gentil, mais moi j'ai besoin d'amour, de vrai, de relations humaines, je voudrais Dieu que tu me regardes, je veux qu'on soit ensemble, bordel, hein? Oui? Ou alors, ça peut être un autre aspect, ça peut être le fait qu'on soit très catégorique dans l'éducation. Souvent, il y a le père derrière, hein, c'est-à-dire le père qui a été très dur sur ces histoires-là, qui ne laisse pas faire les choses. Ok, il y a une partie bien sûr bienvenue parce que c'est les règles, c'est les interdits, c'est sûrement, on sait à quel point c'est important. Hein. Mais il ne faut pas que ce soit trop. Hein, on se sent vraiment presque sous oppression permanente, à presque décide notre vie à notre place, oui, des choses comme ça. Et donc là, on dit, ah non, liberté. Le compagnon que je vais choisir, ou la compagne, liberté. Pour qu'elle fasse chier, celle-là. Pour qu'elle décide d'aller à ma place. Transfert. Donc là, c'est quand même très important ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai, hein, c'est très très vrai. À la fois par expérience personnelle, après tout ce que j'ai entendu et vu, évidemment aussi. Mais c'est donc un appel que je vous lance, ce faisant, à vous. En quoi il y aurait éventuellement un transfert? Parce que le transfert vous amène à vivre des choses qui ne sont pas totalement vous. Vous comprenez bien que le transfert, c'est donc une attirance ou une opposition que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, même partiellement sur un de ses traits de personnalité, mais peu importe, mais qui n'est pas vraiment votre choix, votre identité, votre vraie motivation principale de personne. Vous comprenez? C'est pas substitut du modèle, pour reprendre le terme de Guy. C'est ça, c'est vrai. Et donc, transfert, c'est bien ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vous, c'est vous transférez une image, vous êtes en train de raisonner avec l'image de quelqu'un d'autre dans votre relation de couple, dans votre relation intime. Il faut arrêter ça, il faut connaître pourquoi il y a un transfert, il faut connaître effectivement comment c'était, ce que vous aimez, ce que vous aimez, ensuite, pas vous-même, vous, et aller chercher quelqu'un qui vous correspond pour vous. Pour vous, uniquement pour vous. Reçu? Alors, le mécanisme transférentiel, on l'appelle comme ça, transférentiel, est fréquemment évoqué pour expliquer certains actes criminels. Par exemple, un jeune homme abandonné par sa mère et élevé par une grand-mère qu'il haïssait, s'attaquait à toutes les vieilles dames qu'il rencontrait, transférant sur elle les sentiments haineux qu'il avait pour sa grand-mère. On comprend bien. Alors là, j'ai bien sûr toute une foule d'affaires qui me reviennent en tête quand on dit ça, parce que là c'est une grand-mère, mais ça peut être une petite amie éconduite, qui nous a éconduits aussi. Ça peut être un père, j'ai souvent raconté sur le garçon d'à côté, sur le pont d'Avignon. Hein, vous vous souvenez de cette histoire? Il y a aussi le transfert qu'on fait sur quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, c'est-à-dire que vous imaginez aussi que dans le transfert, c'est pas uniquement la référence papa-maman uniquement, c'est aussi nos expériences de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu une vraie mauvaise expérience avec un homme ou une femme dans son couple, imaginons, et cette personne était particulièrement cassante avec des mots blessants, imaginons. Et là, dès qu'il y a, on sent bien chez l'autre, qu'on rencontre dans la vie courante même, une parole qui serait dominante, arrogante, particulièrement détestable, vous voyez, là on réagit à 200%. On dit, ben voilà, ce personnage, je ne vais même pas l'entendre. C'est presque une hostilité immédiate que vous avez du mal à vous expliquer, tellement vous déjà vous avez envie de la castagner direct. Mais parce que, voilà, faites votre examen de conscience, parce qu'il va falloir aussi calmer ça. On peut avoir une parole dominante, mais ce n'est pas votre petite amie, ce n'est pas votre ancienne compagne. Et vous ne la connaissez pas véritablement. Donc, vous ne pouvez pas la juger et réagir de manière aussi fine sur un aspect qui vous avait fait réagir dans votre vécu. Donc,
c'est important, vraiment c'est important. Alors, il arrive néanmoins que par imitation ou identification, les criminels agissent sans lien sexuel direct ou sans affectivité sur leur victime. C'est le cas des phénomènes de bande, par exemple, des viols en groupe, les tourmentes, les lynchages, les tortures en collectivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans une logique, vous voyez, très personnelle, singulière, avec des mécanismes qu'on vient de décrire depuis le début du cours. En fait, c'est toujours une histoire, c'est une intériorisation de mécanismes plus ou moins inconscients qui nous amènent à faire des choses. Mais là, on parle d'un élément nouveau. On peut avoir un phénomène d'identification. L'identification, ça veut dire imitation vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Un grand frère violent, un groupe qui nous entraîne à faire des choses et qui nous accueille comme une famille, ou une secte même, avec toute une série effectivement de références à laquelle on s'affilie, on s'aliène, on fait allégeance presque même, et qui donc nous entraînent dans ça. Alors, dans ce phénomène d'imitation et d'identification, ça peut se rajouter à tout ce qu'on a dit, mais ça peut aussi se substituer à tout ce qu'on a dit. Parfois, ça suffit. Et parfois, j'ai connu, ça me fait penser à une personne, j'étais à la cité universitaire il y a 20 ans, et j'avais un jeune homme qui était un étudiant, mais qu'on sentait particulièrement, alors, je peux aujourd'hui le qualifier de psychopathe, mais son comportement au quotidien était feu follet. Ça veut dire qu'il arrivait dans la cité, il faisait crisser les pneus de sa voiture, il arrivait, il blaguait, on l'entendait alors qu'on était au 5e étage, il mettait ensuite sa musique à fond dès qu'il rentrait dans sa chambre universitaire. Il était complètement instable affectivement, émotionnellement. Un type voilà, qui ne tenait pas en place en quelque sorte. Alors, on peut dire aussi hyperactif, il y a aussi cet aspect-là peut-être qui vous y ferait penser. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris ensuite plus tard qu'il avait fait partie d'une tournante. Et cela ne m'a pas du tout étonné, au sens où ce garçon, qui n'avait, quand on le connaissait un peu, était totalement abandonné par ses parents, n'avait aucun amour donc de son père, de sa mère, le recherchait, j'allais dire presque irrépressiblement, comme un besoin, comme un noisillon, voilà, comme un noisillon dans son lit qui attend la chenille dans son bec. C'est vraiment ça. Hein, il attendait cet amour qui était capital. Et comme il n'avait pas ça, et que donc son comportement, vous imaginez, dissuadait toute fille. Qui peut vivre avec un type pareil? C'est pas possible. Il est tellement instable, tellement intrusif, tellement artificiel, tellement fou socialement presque, hein, ou anormal socialement, que personne n'en voulait. Et donc, la frustration dont on parlait tout à l'heure, le dérèglement pulsionnel n'a fait que s'accumuler d'année en année, et si lui n'arrivait pas tout seul à avoir une relation sexuelle avec une femme, il s'est trouvé avec un groupe qui a commencé à le faire, et après, ça l'a décapsulé complètement. Hein, c'est comme s'il avait été bien remué pendant des années, vous décapsulez, il est parti pour faire son éjaculation à 200%. Il suffisait de lui mettre effectivement un vagin en face de lui, c'était fini. Et donc, c'est juste pour dire que ce phénomène d'imitation et d'identification, c'est aussi un des vecteurs très importants du processus criminel, et notamment dans les agressions sexuelles. L'identification à l'agresseur, c'est ce qui explique que dans plus de 50% des cas, un enfant battu ou victime de sévices sexuels sera à son tour un adulte maltraitant ou un adulte abuseur. J'ai dit, dans plus de 50% des cas. Ça veut donc dire que ce n'est pas systématique. Ça, c'est d'abord la limite que je veux souligner. Ce n'est pas parce que vous avez été violé que vous deviendrez violeur. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique, rien que parce que, on vient de le dire tout à l'heure, vous pourriez réagir par opposition, par transfert justement. Vous ne voulez pas d'un parent violent, ou sexuel, ou violeur, vous faites tout dans votre vie pour être tout le contraire. Donc déjà, vous comprenez peut-être les 50%, rien qu'en ayant dit ça, qui ne le font pas, qui ne le deviennent pas. Mais, au-delà, il y a ce phénomène dont on parle, l'introjection. L'introjection. Dans ce cas, la victime a introjecté son bourreau.
Introjecté, ça veut dire qu'il l'a vraiment intégré, hein, introduit. Donc il a vécu la maltraitance, il a été victime de sévices sexuels, et il devient donc à son tour un adulte maltraitant, un adulte abuseur, on a bien compris. Dans ce cas, il a introjecté son bureau. L'introjection, c'est un fantasme qui permet de faire passer du dehors au dedans. De soi, les qualités ou les défauts d'autrui et les considérer ensuite comme les siens propres. Raisonnons un peu fan. Vous êtes fan de Johnny Hallyday. Vous êtes tellement fan que vous vouliez lui ressembler. Vous voulez donc parler comme lui, vous voulez danser comme lui, vous voulez faire la guitare comme lui, vous voulez quasiment tout faire comme lui. Vous introjetez le fantasme de l'idole. Vous devenez l'idole, vous l'incarnez. Vous me suivez? Là, on imagine dans le monde du spectacle. La célébrité, ok. Mais parfois, vous introjetez tout simplement votre parent. Parce que vous l'avez tellement fantasmé, vous l'avez tellement idolâtré, ce monsieur ou cette dame, que vous voulez vraiment, quelque part, devenir comme lui, suivre sa route. L'avocat qui va devenir comme l'avocat du père. Il y a aussi les destins professionnels. Il y a une continuité là-dedans où vous dites non, je ne peux pas faire quelque chose qui soit radicalement différent de mon père, parce que j'aime tellement mon père, il est tellement bien mon père, que voilà. Si je devenais autre chose que ce qu'il était ou autre chose que ce qu'il aimerait, ça serait un problème. Mais ce n'est pas un problème tellement pour lui, c'est un problème pour moi. C'est-à-dire que quelque part, je me sens vraiment à côté si je ne fais pas ça. Donc une espèce de substitution de la personnalité aussi, se faisant par les goûts et les désirs dans la vie, dans ce cadre d'introjection. Merci beaucoup, pour ce qui me concerne, là je règle des difficultés d'appréhension entre le transfert et la projection. Alors, l'introjection, c'est l'imitation. Pour faire simple, l'imitation. Donc ça veut dire, j'ai vu par exemple mon père violer ma sœur, j'étais présent, et je trouvais que la manière virile dont il faisait, la manière dont il contrôlait l'histoire, la manière dont ma sœur le méritait bien, la manière dont, vous voyez, le contexte est favorable, vraiment, il faut que je l'imite, il faut que je sois pareil. J'en ai des voilà, j'en suis fier, j'adore ça. Bon, ça c'est de l'introjection. C'est de l'imitation pure. D'accord? Vous comprenez? Et vous dites, je suis fier d'être comme mon père. Voilà, c'est ça. Hein. Je suis fier à l'image de mon père, je suis fier parce qu'il me dit que c'est bien, je suis fier parce que vraiment je m'y retrouve, clairement. Le transfert, déjà, c'est pas de l'imitation pure. Vous ne voulez pas ressembler à. Vous voulez trouver dans une autre personne, une tierce personne, le tout ou son contraire de votre père ou d'autres personnes. Vous comprenez? Là, pour faire très clair, j'ai pas envie, si je suis dans l'introjection, je veux devenir colonel comme lui. Je t'imite. Je veux avoir la même carrière, je vais être, voilà, je vais aller au Congo, je vais faire tout ce qu'il faut pour. Je suis ta route. Maintenant, je te connais un petit peu, et bon, je me dis, ouais, ce que j'aime pas chez lui, c'est qu'il pose toujours des questions. Je blague, bien sûr. Et puis donc, je sais pas, voilà, donc maintenant, j'ai rencontré une femme, et parce que c'était mon père, Guy, j'ai pas envie d'être comme mon père. Quand je vais la rencontrer, cette jeune femme, transfert, je vais faire le contraire de ce qu'était mon père. C'est-à-dire, je vais lui dire, bah, vas-y, parle-moi, sois naturel. Je ne te poserai rien comme question. Si tu as envie de me parler, tu me parles. Si tu as envie de ne pas me parler, tu ne me parles pas. Mais jamais je vais être intrusif, je ne vais jamais te poser des questions à l'infini. Vous voyez? C'est ça un transfert. C'est forcément avec une tierce personne. Reçu? C'est plus clair comme ça peut-être? Magnifique. Pour finir, sur cet aspect-là, c'est souvent dans l'après-coup que les actes criminels prennent tout leur sens. Il s'agit de rechercher les traces mnésiques, les souvenirs, donc, les fantasmes qui sont à l'origine d'un agir actuel apparemment sans lien avec la situation présente. Ainsi, un homme tue une prostituée, qui le sollicite car la remémoration subite d'avoir été sexuellement séduit quand il était adolescent lui devient insupportable. Donc là on est dans le cas où, après coup,
il y a un acte criminel qui vient, parfois 10, 15, 20 ans après, mais simplement, il a inconsciemment gardé à l'esprit que sa sœur, ou sa mère même, hein, est venue le séduire alors qu'il était adolescent. Imaginons que le père est parti, donc la mère un peu perverse, hein, aime effectivement un petit peu la relation incestueuse avec son fils. Donc il dit, viens, je vais te montrer un petit peu comment on fait des relations sexuelles. Et puis il dit, voilà, merde, ayant un ascendant sur son fils, c'est tellement facile. Viens, je vais te montrer, tu me prends la main comme ça, tu me masturbes comme ça, tu me pénètres comme ça, tu vas faire comme ça. Sauf que le fils, ça l'a dégoûté. Ça l'a vraiment dégoûté de la relation sexuelle, ça l'a dégoûté des femmes, ça l'a dégoûté de ce jeu de séduction, parce qu'il dit finalement, tout a été fait quelque part et je l'ai toléré, tant bien, parce que c'était un jeu, parce que c'était une séduction, parce que maman s'est montrée particulièrement alléchante ce jour-là. Mais ça m'a profondément dégoûté parce que ça m'a cassé dans ma sexualité, j'aurais pu avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, je hais ces femmes qui sont complètement vulgaires, dévergondées et artificielles, et comme j'arrive pas à passer le cap, je suis vraiment fixé là-dedans, il faut que je libère ma tension, c'est-à-dire toute personne qui ressemblerait à ma mère ou qui ressemblerait à une prostituée, qui aurait le même jeu de séduction à la base, je les tue. Comme ça, je ne suis plus frustré. Je ne suis plus en face de mon problème sexuel intime lié à ma mère incestueuse. Vous suivez ? Comment la personnalité, qui est le lieu de toutes les images d'identification de soi, depuis l'enfance, d'où une mosaïque d'images de soi, hein, c'est vrai, j'aime bien cette idée de mosaïque d'images de soi. C'est-à-dire le fait qu'on est l'enfant de 5 ans, plus l'enfant de 10 ans, plus l'enfant de 18 ans, plus le Noël en 70, plus l'anniversaire en 82, plus ma première relation sexuelle, plus ce que m'a dit mon père lorsque j'avais réussi mon bac à 18 ans, etc., etc. On est une mosaïque, c'est vrai, de souvenirs, d'images de soi à toutes ces occasions. Vous comprenez bien que c'est compliqué quand même pour un individu de se structurer globalement avec des pulsions, des conflits pulsionnels, en plus de cette mosaïque d'images de soi. Il faut vraiment que le surmoi soit bien intégré, que vous ayez une bonne stabilité affective, que vous ayez une bonne personnalité bien ancrée pour pouvoir faire face à ces diversités, à ces différents conflits, à ces différentes mosaïques. C'est le moi, personnalité consciente, donc vous vous rappelez tout à l'heure, ça, moi sur moi. C'est le moi qui se charge de cette tâche, bien qu'il soit lui-même agi par des forces difficiles à maîtriser, et provenant des pulsions du ça, ainsi que des impératifs du surmoi qui l'oppriment avec des sentiments de culpabilité. Alors c'est là où on précise, on va faire la pause. 1. Le moi représente ce qu'on peut nommer la raison et le bon sens.